Viviana Agostini-Wafi, bonjour. Vous avez co-dirigé avec Éric Leroy du Cardonnois et Caroline Béranger cet ouvrage, Récit de guerre France-Italie. Alors avant de commencer à nous en parler, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter avant? Oui, donc je suis maître de conférence au département d'italien de l'Université de Caen. Je suis d'origine toscane, ce qui explique ces récits de guerre France-Italie, débarquement en Normandie et ligne gothique en Toscane. Et j'ai créé cette collection archives plurilingues et témoignages, une collection donc de l'Harmattan. Et cet ouvrage, c'est les volumes, les premiers. Voilà, c'est les débuts. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie justement, ou est-ce que c'était à l'occasion d'un colloque que vous avez demandé ces participations pour Récit de guerre France-Italie? Donc, il y a plusieurs colloques et journées d'études que j'ai organisées à l'Université de Caen en 2012 et en 2013. Et ces premiers volumes recueillent fondamentalement les actes du premier colloque, les colloques que j'ai organisés au Mémorial de Caen et à l'Université de Caen en mai 2012. Ces colloques étaient aussi l'occasion pour inaugurer un site web Mémoire de guerre. À l'origine, en fait, il y avait les projets du site web. Il s'agit d'un site web plurilingue où il y a pour le moment une section de récits normands et une section de récits toscans, les uns et les autres traduits au minimum en 5 langues. On est en train maintenant d'augmenter le nombre de traductions. Et donc la collection, c'est pour ça que la collection s'intitule Archives plurilingues et témoignages, puisque l'idée c'est de créer une mémoire collective partagée minimum européenne. Et déjà avec tout ce qui se passe actuellement, c'est déjà peut-être un rêve utopique, mais enfin, je pense que créer une mémoire collective plurilingue est fondamental pour que l'on puisse vraiment parler d'une mémoire collective européenne. L'idée que tout le monde parle anglais, c'est faux. Elle est fausse. Hein. La plupart des personnes ne parlent que leur langue maternelle. Donc, si l'on veut que les uns connaissent la douleur, les souffrances, les vécus des autres, il faut que l'on puisse faire circuler ces témoignages dans toutes les langues. Mais ces premiers volumes, donc, j'avais essayé, je pense que ça a été une réussite, de faire rencontrer des intellectuels, des enseignants, mais aussi des bibliothécaires, des directeurs d'archives, qui, en Toscane comme en Normandie, sont très impliqués, puisqu'il y a eu les débarquements en Normandie, mais en Toscane, il y a eu la ligne gothique. Et en plus, ces deux moments sont deux moments fondamentaux de la Deuxième Guerre mondiale et ils se passent en même temps. La libération de Rome, c'est le 4 juin et les troupes commencent à arriver en Toscane au mois de juin, les troupes anglo-américaines, et les débarquements en Normandie, c'est le 6 juin. Donc, les bombardements de la Normandie, les bombardements meurtriers de la Normandie sont les bombardements meurtriers de la Toscane. La stratégie a été la même. Hein. Et donc, et puis il y a eu tout l'hiver 44-45 que les troupes alliées n'ont pas pu passer les Apennins, et donc il y a eu tous les phénomènes aussi de la résistance, les représailles. Et donc toutes les populations de la Toscane et de la Normandie ont eu la guerre chez eux, les fronts de guerre chez eux. Donc, quand on recueille ces témoignages, c'est très important puisqu'ils sont très variés. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde a vécu la guerre. Ce n'est pas comme la Première Guerre mondiale où il y avait un front et tous les autres entendaient parler de la guerre mais ne la voyaient pas. Là, ce sont deux populations qui ont vraiment subi la guerre. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ces deux populations-là qui l'ont subi tout particulièrement, puisqu'après, dès que les fronts s'est déplacé, tout le monde était confronté au même phénomène. Mais là, le volume D, par exemple, de cette collection portera sur le front de l'Est et les bombardements en Europe. C'est-à-dire l'idée, c'est toujours celle de donner la parole, d'aller dans les archives, il y a beaucoup de documents en souffrance, j'aime bien cette expression, en souffrance dans les archives, et souvent ce sont des documents difficiles à gérer,
pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont souvent des textes inachevés. Celui qui écrit ses mémoires de guerre ne pense pas qu'il va les publier un jour. Et puis, ce ne sont pas toujours des écrivains, ce sont des gens normaux. Donc, je donne beaucoup d'importance aussi aux témoignages oraux. L'autre opération que l'on fait par rapport au site web et aussi dans ces premiers volumes, c'est d'étudier aussi la mémoire orale, puisqu'il y a la mémoire écrite, la mémoire orale, les façons de s'exprimer ne sont pas les mêmes à l'écrit et à l'oral. Et puis la mémoire orale, elle est surtout l'apanage des classes populaires, de ceux qui ne sont pas des intellectuels. Les intellectuels préfèrent les stylos, mais les gens normaux qui n'ont pas eu beaucoup d'années de scolarisation préfèrent s'exprimer dans leur dialecte, dans leur langue maternelle et raconter leur guerre avec leurs mots. Et ce sont des récits souvent très poignants, puisqu'il y a la souffrance, la douleur, il y a la tentative de comprendre, de donner un sens à la survie. J'aime beaucoup les récits des témoins, puisque ce sont ceux qui ont eu la chance de survivre. Et donc, ayant eu la chance de survivre, ils se sont interrogés pendant tout le reste de leur existence sur pourquoi eux ont survécu et d'autres êtres chers qui ont souffert n'ont pas survécu. Donc, ils assument aussi la parole de ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole. Alors, moi, quand je pense qu'il y a eu 60 millions de morts, 60 millions de morts, c'est un chiffre, pour moi, même impossible à compter. 60. Pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'au moins, et ça c'est l'autre raison qui nous a poussé vraiment. En plus, ce qui s'est passé, par exemple, on a écrit l'introduction pendant les faits de janvier dernier. Le site a été attaqué par les islamistes au mois de janvier. Il avait déjà été attaqué une autre fois, mais pas par les islamistes. Donc la question de la mémoire, la question de notre mémoire, la question de l'identité de nous, Européens, pour moi, elle est vraiment liée à ces récits. Puisque ces témoignages, ce sont des survivants qui, après la guerre, ont bâti l'Europe. Ils sont sortis de ces désastres, de ces massacres, avec l'idée qu'il fallait vivre en paix, que ce qui comptait le plus, c'était la vie, et pas la mort, et pas les égoïsmes nationaux. On a pu vraiment bâtir l'Europe, puisque les gens avaient compris qu'il fallait aller de l'avant. Alors ce que je vois maintenant, c'est que tous ces témoins-là meurent. Il m'est arrivé d'enregistrer des témoignages ou d'être contacté par des témoins qui voulaient témoigner. Et entre les moments qu'ils m'ont contacté et les moments que j'ai repris contact, ils étaient décédés. Ou bien je les ai enregistrés et 6 mois après, ils sont morts. Donc ce sont des témoins qui peuvent vraiment nous transmettre des valeurs dont nous, les Européens, on a besoin. Pas seulement les Européens, mais les discours au point de vue utopique, ça serait les humains. Les humains auraient besoin de mieux écouter ces témoins, ces survivants. Et ces témoins, ces survivants sont en train tous de mourir. Donc c'est très important de fixer cette mémoire écrite et orale pour permettre aux générations futures de se comprendre, de communiquer entre elles pour un monde meilleur. Voilà, donc ça c'est un peu le message. C'est un message éthique, pas seulement scientifique, mais bon, nous le faisons, toute mon équipe de recherche qui travaille avec moi, on le fait aussi avec tous nos outils, qui sont les outils des linguistes, des enseignants de langue et littérature étrangère, des historiens, toutes les personnes qui collaborent au projet. Il y a beaucoup de traductions, puisque tous les témoignages ou toutes les interventions italiennes ont été traduites en français par nos étudiants, par nos collègues, etc. C'est vraiment un travail collectif. On ne peut pas construire une mémoire collective et partagée sans qu'il n'y ait pas un mouvement collectif et partagé de partage de la mémoire et de partage de ces archives. C'est-à-dire que je pense que les intellectuels, chacun, toutes les personnes, chacun doit donner ce qu'il sait faire pour bâtir vraiment ensemble une mémoire collective européenne, et on ne pourra le faire qu'en plurilingue.